Tu as vu 2 ans de suite, bon, évidemment, on a cancellé Noël. On a quand même réussi à fêter clandestinement Noël au Québec. C'est incroyable. Bonjour à tous. Alors, on a une super bonne nouvelle à vous annoncer. Si vous aimez ce qu'on fait, si vous voulez accéder aux épisodes d'avance et sans publicité, descendez un tout petit peu votre souris. Vous allez voir à côté d'Il reste du monde l'option se joindre, rejoindre. Vous pesez là-dessus et vous allez voir que pour une modique somme mensuelle, vous allez pouvoir visionner les épisodes dès qu'ils sont rendus disponibles. Sinon, eh bien, soyez patient et vous allez avoir les épisodes comme ça à chaque mardi. On se dit à la semaine prochaine et surtout, bon épisode. Bonjour à tous, bienvenue à un nouvel épisode d'Il reste du monde. Aujourd'hui, on reçoit quelqu'un avec qui je voulais parler depuis très très longtemps, mais il me manquait la plateforme pour le faire. Alors, on s'échangeait, on s'envoyait quelques messages, mais je voulais vraiment m'installer avec lui, aller au fond de sa pensée. C'est Jérôme Blanchet-Gravel, qui est rédacteur en chef de Libre Média. Bonjour. Bonjour Rémi, merci de l'invitation. Alors, je vous reçois évidemment pour qu'on parle de votre pensée en général, de certaines opinions que vous défendez au quotidien, mais aussi dans le cadre de la publication de ce court essai, 12 propositions pour un Québec vivant, qui est publié chez Libère. Oui. C'est un livre, puis on va y venir tout à l'heure, que j'ai trouvé rafraîchissant, mais je me suis peut-être trompé aussi, parce que, à vrai dire, moi, le Jérôme Blanchet-Gravel que je connais, c'est surtout celui que je suis sur les réseaux sociaux. Et donc, c'est un Jérôme Blanchet-Gravel qui est dans le dynamitage plus que dans l'architecture. Quelqu'un qui a une utilité parce que faire semblant que tout va bien, si tout le monde fait ça, on rate un peu la cible. Mais dans ce livre-là, il y a un programme, il y a des idées, il y a évidemment le ton qu'on connaît, un ton qui est... Et on va y revenir, ça aussi. Puis c'est un livre comme à 4 mains, il faut le mentionner, avec Claude Simard. Claude Simard également, oui. Qui est en fait, qui ça, Claude Simard, pour les gens qui ne le connaissent pas? Claude est un prof retraité de l'Université Laval avec qui je collabore depuis plusieurs années. En fait, ça fait à peu près 10 ans qu'on collabore sur des livres, des articles de journal, des articles... ou de revues aussi. Et au départ, Claude et moi, on écrivait plus sur des thématiques comme sur le multiculturalisme, etc. L'islamisme, beaucoup. On s'y est beaucoup intéressé, on s'y intéresse encore. Et est venue la pandémie et avec Claude, on a commencé à réfléchir plus sur l'état du Québec. Et donc, Claude, c'est un ami et un collaborateur intellectuel, en gros, là. Puis quelqu'un comme moi, qui a l'impression que Jérôme Blanchet-Gravel, c'est quelqu'un qui critique plus qu'il ne construit. Est-ce que c'est donc Claude Simard qui apporte la lumière dans le livre? Non, c'est les deux. Non. Ouais. C'est sûr que oui, je voulais un peu répondre à ça, là, à ceux qui... parce qu'une pensée qui circule. Que je critique beaucoup. Mais en même temps, au Québec, on associe beaucoup la critique au chialage. C'est-à-dire, au Québec, critiquer, c'est chialer. Donc, c'est un peu, évidemment, une mentalité un peu paysanne. L'allergie, ce qu'on appelle la chicane. Hein, donc, on n'aime pas la chicane, on n'aime pas le débat. Mais oui, c'est vrai que je suis très critique sur les réseaux sociaux du Québec en particulier actuel, mais du Canada aussi. Autant du Canada que du Québec. Hein, donc, il suffit parfois que je change le mot Québec par Canada pour que tout d'un coup, finalement, les nationalistes, finalement, ils trouvent que c'est pas si pire ce que je dis, alors que finalement, il suffit de changer Québec pour Canada. Pourquoi ça, d'ailleurs? Pourquoi? Parce que c'est des sociétés qui se ressemblent, là, finalement, mais ouais. Non, mais pourquoi on associe la critique au chialage? Au Québec, pourquoi? C'est-tu parce qu'on n'est pas capable de se regarder dans le miroir? Et si oui, pourquoi? Il y a beaucoup de ça, il y a beaucoup de déni. Puis en passant, oui, je critique beaucoup le Québec. Je pense que j'ai raison, dans le sens où je pense que d'abord, mes constats psychologiques, je pense que j'ai une lecture quand même assez juste de la situation. Tout le monde, les gens peuvent dire avoir leur point de vue là-dessus. Mais ce que je veux dire, c'est que cette critique du Québec, je n'avais pas prévu non plus l'émettre. Vraiment, la pandémie, pour moi, ça a été une période
D'abord inattendu comme tout le monde, mais il y a quelque chose d'accidentel dans tout ça. C'est-à-dire, moi, je n'avais pas prévu d'abord parler de ce qu'on a appelé sanitarisme. Je m'intéressais aussi au multiculturalisme, à l'islamisme, la question décoloniale, la place des Autochtones en Amérique, évidemment, avec le déboulonnage de statuts. Avant la pandémie, j'étais sur ces thèmes-là, là, à l'université aussi. Bon, j'ai étudié longtemps à l'université et mes travaux portaient plus sur le multiculturalisme, en gros, les questions culturelles, identitaires. Et le nationalisme, bon, qu'on oppose au multiculturalisme. Est arrivée la pandémie. Est arrivé aussi, mon exode, entre guillemets, à Mexico. Il faut dire que j'ai tout fait, moi, au Québec. Il y a un moment où je devais quitter un temps de Québec, je pense. C'est étouffant, le Québec, intellectuellement. Il y a comme une chape de plomb. Toi, je pense que tu arrives, t'émerges, Rémi, je pense, à une bonne époque. Il y a encore quelques années, c'était encore, je pense, encore plus... la chape de plomb est encore plus forte. Je pense que tu arrives à un bon moment, un moment où il y a comme... C'est-tu l'élection de Trump? Mais le podcast, les médias indépendants. Il y a quelques années déjà, en 2018, quand je suis parti vivre à Mexico une couple d'années, c'est sûr que aussi j'ai rencontré ma femme, un autre très bel accident. C'est pas un accident, disons, en tout cas... destin. Mais accident, ça, c'est parce que je veux pas te laisser utiliser ce mot-là sans que je puisse vraiment savoir si c'est le bon. Quand tu dis un accident, puis là, laissons tomber ta femme, mais la COVID, par exemple. Non, mais la COVID, est-ce que... Oui, c'est un accident parce que c'est un virus qui émerge, mais la réaction québécoise, est-ce que ça aussi, c'est un accident? Non, c'est pas un accident, c'est un symptôme. Mais ce que je veux dire, pour aller au bout de ce que je veux dire, moi, je n'avais pas prévu, c'est ça, à émettre cette critique-là du Québec. Donc, c'était pas un plan, c'était pas pour me faire voir, c'était pas pour être plus populaire sur les réseaux sociaux. C'est vraiment venu avec la pandémie et c'est ça, une constellation d'événements personnels, etc. C'est-à-dire, le fait quand même d'avoir vu... d'avoir assisté à un tel spectacle, la gestion de la pandémie au Québec, vue de Mexico, c'est absolument incroyable, là, ce qui s'est passé ici, là, je vous le dis. Là. Donc, moi, je ne pouvais pas ne pas dire ce que je voyais. Là. C'est-à-dire, le décalage était trop fort. L'effet de contraste, c'est ce que je raconte dans un autre livre, Un Québécois à Mexico, qui porte sur ça, là, le contraste entre ces deux sociétés-là. Donc, c'est passé quelque chose ici de très, 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 très grave pendant 2 ans. Et c'est là que, oui, j'ai commencé à critiquer beaucoup plus fermement le Québec. Et donc, c'est pas gratuit. C'est pas gratuit et c'est pas... c'était ça. C'était pas un plan pour répondre à ceux qui pensent que, bon, je voudrais faire du capital sur ce qu'ils appellent le Québec bashing. Ça s'inscrit dans un parcours... Et non, je pense qu'on émet des constats qui sont sévères, mais malheureusement qui sont vrais. Et les nationalistes québécois doivent abandonner, je pense, leur vision romantique du Québec. Il faut sortir du déni, je pense, pour avancer au Québec. En tout cas, si on veut revitaliser le Québec, il faut d'abord admettre, par exemple, qu'il y a eu quelque chose de très mauvais qui s'est passé durant la pandémie. Mais sans forcément... te talonner là-dessus, j'ai quand même envie de te questionner sur l'idée de... Tu sais, t'as beau ne pas dire j'avais une démarche, puis je me suis en allé au Mexique pour regarder le Québec de là-bas et tout est calculé. C'était pas pour ça. Mais c'est ça, mais c'est sûr, après, à mon avis, que si on émet des idées et qu'elles sont très bien reçues par un grand nombre de personnes et que ces gens-là attendent ça ensuite de toi. T'sais. Par exemple, ce regard-là sur le Québec, est-ce que ça peut pas devenir un piège à un moment donné? Un piège, c'est-à-dire, c'est au Québec aussi de changer. Là, c'est-à-dire, il y a quand même des états de fait. Là, c'est-à-dire, le Québec... Non, mais la situation pourrait s'améliorer, puis tu pourrais être tenté de ne pas le remarquer, de ne pas le constater. Non, oui, peut-être. C'est-à-dire, non, je pense que je vais avoir l'honnêteté de dire que des choses s'améliorent. Actuellement, c'est pas vraiment le cas. Mais c'est vrai, oui, le public, on peut créer des attentes, effectivement, auprès d'un certain public. Mais en même temps, les thèmes changent, les thèmes évoluent. Tu vois, il y a à peine 10 ans, j'étais sur le multiculturalisme. Je ne sais pas si on va parler du Québec encore 10 ans. Ça va assez vite. Moi, j'ai publié mon premier livre à 23, j'en ai 35. Et tu vois, juste en l'espace de 12 ans, on a changé de thème. Là. J'étais sur le multiculturalisme, sur ce que j'en appelle le sanitarisme. De quoi on va parler dans 3 ans? Peut-être qu'on ne parlera pas non plus du Québec. Là. Ça se peut que je change à un autre thème aussi. Puis honnêtement, j'aime pas tant que ça me répéter. J'essaie même d'un livre à l'autre de ne jamais réécrire le même livre. C'est une tendance de plusieurs auteurs, un peu tannante.
Donc, non, j'espère pas passer ma vie non plus à parler du Québec, puis j'espère ne pas passer toute ma vie non plus ici. Mais parlons du livre, justement, parce que ça va nous permettre de même continuer la discussion qu'on est déjà en train d'avoir sur le regard que tu portes sur le Québec avec Claude Simard, je le précise également. C'est un livre court. Écoute, j'ai pas regardé le nombre. 135 pages à peine, tu sais. Puis, on voulait ça, on visait ça. C'est dense, là. C'est très dense, par contre. Ouais. Il faut suivre quand même, là. On passe du système de santé à notre rapport à la sécurité, à notre rapport à la fécondité. Puis il y a comme je trouve, un fil conducteur au-delà du regard que vous portez les deux sur le Québec. Il y a toute la question de l'État. Oui, le fil conducteur, ouais, c'est bien dit, c'est ça que le mot... ouais. L'État est presque une église ici. Puis d'ailleurs, tu as un collègue, Francis Denis, qui avait travaillé là-dessus aussi, dans Une révolution pour rien. Oui. C'est quoi notre rapport à l'État? Est-ce que c'est, comme il dit, lui, un rapport religieux? C'est pas devenu notre église? Oui. Je pense qu'il y a raison. Oui, c'est un peu un État-Église qu'on a au Québec. Et notre rapport, c'est un rapport qui est romantique, c'est-à-dire naïf. Là. On a une confiance aveugle au Québec envers le gouvernement. Et encore une fois, durant la pandémie, on l'a vu. Là, et l'erreur des nationalistes, je pense, c'est d'avoir trop compté quand même sur l'État pour la survie du Québec. C'est ça aussi le message du livre. C'est-à-dire, je pense que les Québécois, pour survivre en tant que peuple, ne peuvent plus seulement compter sur le gouvernement, ce qu'il est, les mesures, les lois, les règlements. Je pense que la culture, c'est organique. Et ça, c'est un autre grande prise de conscience aussi que j'ai eue au Mexique, c'est-à-dire la culture, comment elle fonctionne. Hein? La culture, c'est organique, ça vient du bas, ça vient pas, ça émerge du bas, ça émerge pas du haut. Et oui, pendant un certain temps, l'État peut être un levier pour protéger, encadrer d'une certaine façon la culture. Bon, la loi 101 a eu son utilité certaine, mais là, je pense qu'on est au bout de la logique. C'est-à-dire, il y a un moment dans l'histoire du Québec où l'État, a servi les intérêts du peuple québécois, mais là, je pense que c'est rendu le contraire. Je pense que l'État, maintenant, nuit davantage au peuple québécois que l'inverse. C'est un problème. C'est-à-dire, je pense que les Québécois doivent se réapproprier leur destinée en tant que société civile. Au Québec, tu n'as pas vraiment... Tu n'as rien entre l'État et l'individu. Tu as comme un vide. Il n'y a pas de société civile vraiment. On l'a vu aussi durant la pandémie. Je ne vais pas revenir 50 fois là-dessus. Mais quand même, c'était impressionnant. Comment, par exemple, les juristes ne sont pas élevés contre la suspension de l'état de droit. Les médecins, qui étaient complètement inféodés, les autres professionnels qui font beaucoup de censure. Donc, il n'y a pas de société civile. Il n'y a plus de religion non plus. Par exemple, des contrepoids quand même qu'on aurait en Amérique latine ou aux États-Unis. La religion fait contrepoids généralement au gouvernement. Ici, on n'a plus de religion. Ça a des bienfaits, des avantages, là, sans défendre. Je ne reviendrai pas non plus à une théocratie. Là. En tout cas, il n'y a jamais eu de théocratie ici. Je ne défends pas non plus. Non. Mais si je te suis, c'est comme si tu disais... L'État est censé incarner la culture, est censé incarner les pratiques. En fait, un État... Non, il n'incarne pas la culture, l'État. C'est justement l'erreur de la pensée nationaliste actuelle là, et passée. Là, mais... OK, c'est parce qu'en fait, je pensais que tu nous disais l'État est censé être un outil qui est au service de la pensée. Il peut l'être dans des conjonctures historiques comme les années 60-70, la Révolution tranquille, tout ça. Mais là, je pense que non. On est à une époque où l'État, c'est ça. C'est-à-dire les époques évoluent aussi, les conjonctures. C'est pour ça que moi, je ne suis pas libertarien au sens absolu. Là. D'abord, c'est une étiquette, on ne sait pas trop à quoi ça renvoie. Là. C'est plus pour, quand on dit libertarien, c'est plus pour désigner des libéraux classiques. Mais moi, je pense que dans l'histoire, il y a des époques où l'État est nécessaire, puis il y a des époques où il est beaucoup moins nécessaire. Et je pense qu'actuellement, on traverse une époque où ça prend moins d'État. Ça ne veut pas dire que dans 60 ans, il ne faudra pas remettre de l'État à quelque part. Je ne suis pas pour les inégalités, je ne crois pas au capitalisme sauvage non plus. C'est une expression péjorative, là. Mais l'anarchisme de droite, là, c'est le capitalisme, comment on dit ça, l'anarcho-capitalisme. Pas là-dedans non plus. Mais là, je pense actuellement, et en particulier au Québec, c'est vrai en France aussi, là, l'État, je pense, doit se désengager parce que, puis on le voit aussi, le modèle est à bout de souffle. Là, concrètement, le système de santé, le lobbying, les corporations, ça ne marche plus. Là, par exemple, on dit on a besoin d'infirmières, mais l'ordre des infirmières bloque toutes les infirmières étrangères, on leur met des bâtons dans les roues. Finalement, on n'en veut pas d'infirmières. Là. C'est comme aussi si l'État nous empêchait aussi de prendre certaines libertés, certaines initiatives. Quand on a une idée, on est par exemple un Québécois, on se dit, moi j'ai une idée, j'ai un projet de société.
Mais là, on s'en remet tout de suite à l'État. L'État est de toute façon disponible pour nous accompagner là-dedans. Et c'est comme le chemin un petit peu obligé. Si on ne l'emprunte pas, ce chemin-là, on est rattrapé un jour ou l'autre par l'État qui arrive et dit « j'existe ». Et finalement, on ne fait jamais rien tout seul. T'sais. Je ne sais pas si tu as remarqué ça un peu. T'sais, c'est comme si on n'avait pas la capacité d'agir selon nos intuitions, Puis en entrepreneuriat, je vais donner des exemples, en entrepreneuriat, mais aussi, par exemple, on pense par exemple à des réformes. On se dit, bon, on pourrait réformer le système de santé. Santé Québec. Qui on met à la tête de Santé Québec? Un haut fonctionnaire. Mais non, franchement, mais non, c'est ça le principe. Il ne faut pas faire ça. On a mis Mme Biron, on me dira, même le deuxième, c'était M. Abergel, je pense, son nom, il était renvoyé. Mais on n'est pas capable, ça nous rattrape toujours. C'est devenu notre meilleur ami, mais c'est un ami toxique. C'est un réflexe. Non, on est vraiment au bout, c'est ça, du modèle. Et non, je pense, on peut, mettons, toi tu penses, bon, je te renvoie la question, mais si on étend la loi 101 au cégep, crois-tu vraiment qu'on vient de sauver le Québec, là? Je pense pas qu'on vient de sauver le Québec, effectivement, sauf que historiquement, en appliquant la loi 101, au secondaire, ça a eu un impact. Donc, je pense que de dire qu'il n'y aura aucun impact, c'est probablement ne pas connaître son histoire. Sauver le Québec, par contre, effectivement, c'est une grande question à laquelle je pense pas que ce projet-là peut donc, c'est une solution donc, qui est temporaire. Là, temporaire, si temporaire, ça peut représenter 100 ans d'histoire ou 50 ans d'histoire, ouais. Mais ce serait peut-être bien que ça marche, les règles, mais ça marche plus. Ça, non. Les immigrés ressentent d'abord beaucoup instinctivement que les Québécois ne sont plus attractifs culturellement. Là. C'est quand même bien qu'on augmente les fonds accordés à la francisation, tout ça. Ça va prendre beaucoup plus que ça. On peut asseoir les immigrés à 300 heures par semaine dans des salles de classe, tout payé par le gouvernement, mais ce ne sera pas suffisant. Il faut que le Québec, le peuple québécois, renoue avec ses racines, il faut recréer des dynamismes, il faut renouer ça avec le sens de la famille. Ça, tu vois, c'est un grand mythe aussi au Québec. Penser qu'on est de famille, c'est une farce incroyable. Quand tu connais. Ça? Ben non, mais franchement, les Québécois sont de famille. C'est un des plus grands, des mythes les plus ridicules. Quiconque, je veux dire, a des liens avec d'autres cultures voit bien que ça n'a pas rapport. Là. Est-ce que tu fais allusion au divorce? Est-ce que tu fais allusion déjà, les rencontres familiales, c'est court aussi par rapport à... Je veux dire, si tu vois... les fêtes familiales au Mexique, c'est pas un souper à 3-4 heures, là. C'est la fin de semaine, là. Puis on a vu le rapport à Noël. Tu as vu deux ans de suite. Bon, évidemment, on a cancellé Noël. On a quand même réussi à fêter clandestinement Noël au Québec. C'est incroyable. Écoutez, là, c'est faire rentrer les invités par la porte d'en arrière. On est au Québec, ça s'est vécu. Là, c'est un style URSS. Là, quand même, on a vécu ça au Québec. Fêter clandestinement Noël. Puis on est encore dans le déni de ça. Là. Ensuite, ça a été, les médias, tout était bon pour canceller Noël après la COVID, peur des intoxications alimentaires, toutes les raisons étaient bonnes, alcool au volant, tout est bon. Ça en dit long quand même. Écoute, c'est la dernière tradition québécoise, ce Noël. Là. Puis les nationalistes, ils disent, on préserve des traditions, mais lesquelles? C'est quoi vos traditions que vous avez encore au Québec? Sérieux, nommez-moi-en 3, là. La tire sur la neige, la fête nationale qui n'est plus la Saint-Jean. On fête plus la Saint-Patrick que la Saint-Jean. Excuse-moi, là. Ma femme, on est allé au défilé de Saint-Patrick, là, ma femme et moi, avec notre fille récemment. Ma femme me faisait remarquer encore que les Québécois fêtent plus des fêtes. Bon, moi, je suis en partie irlandais en passant là, au 8e. Puis je pense que c'est pas une fête exogène, la Saint-Patrick, là, pas comme, mettons, le Ramadan. Là. Et ma femme me fait toujours la remarque. Là, les Québécois, ils fêtent plus presque la Saint-Patrick que la Saint-Jean. Là. Ouais, je ne sais pas si c'est vrai. Là. Par contre, il y a quand même 150 parties de Saint-Jean à travers le Québec le jour de la Saint-Jean. C'est ce que c'était à Saint-Jean à Québec, ça? Non, mais il y a des fêtes partout. C'est rendu Catherine Dorion, fête de la Saint-Jean à son chalet. C'est des beuveries, là, quand même. Là. C'est vraiment des beuveries. Ça fait longtemps qu'on a vu ça. Écoute, la bombe a tué à Saint-Jean, on le sait. Ça, c'est vrai. Ça, c'est complètement vrai. Écoutez, c'est mort. La Saint-Jean à Québec, il ne se passe rien là. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a quelque chose... Moi, j'étais assez vieux pour savoir c'était quoi une Saint-Jean quand j'avais 16 ans. Attention, là. Oui, non, ça n'a plus rapport. Mais sur la question de la famille, c'est intéressant ce que tu dis, parce que tu dis... Peut-être toi, Rémi, dans ta vie, toi, tu fêtes fort la Saint-Jean. Là. Effectivement. Mais pas tout seul.
quand même. Non, mais je suis accompagné, mais je comprends ce que tu veux dire. Je pense pas grand-chose à Saint-Jean. En tout cas, à Québec, puis pourtant, c'était la Saint-Jean, c'était plus à Québec qu'à Montréal, donc ça se passait. Oui. C'est vrai qu'il y a même un livre à écrire sur ce qui s'est passé à Québec. Écoute, ils ont même voulu interdire les feux d'artifice à la dernière c'est pas l'année dernière, c'est l'autre avant. Écoute, un peuple qui refuse de célébrer sa propre fête. Excuse-moi, les symptômes sont évidents de déclin, là. Donc, tout était bon. Écoute, on ne veut pas célébrer par ce jeu d'artifice, de feu d'artifice, la Saint-Jean. Encore là, oui, mais c'est une question environnementale, non. Vous êtes en train de refuser de célébrer l'existence de votre peuple. C'est quand même ça, moi, je vois pas autre chose. T'as un peuple qui se respecte, ça met des feux d'artifice le soir de sa fête nationale. Là. Puis ça a une fête d'indépendance aussi, là, c'est pas... ça aussi, là, en tout cas, on pourra parler du statut du Québec. Là. J'ajouterais même que sur la question de la fête nationale, qui n'est plus la Saint-Jean, c'est déjà, il y a une transition. C'est déjà réactionnaire de dire Saint-Jean. Déjà, il y a un passage que je suis obligé de te céder, là, par exemple, si on discute comme ça. On a changé le nom pour être plus inclusif. Puis là, maintenant, quand je vois le libellé de certains programmes de fête nationale, j'ai l'impression que c'est plus une fête nationale. On dit venez célébrer. Impératif français, là, l'été dernier, c'était venez célébrer l'écologie et le Québec est saine nation. À l'occasion, de la le 24 juin, tu dis le Québec est 7 nations. Il n'y a pas une journée dans l'année où ça peut être la nation québécoise. Puis on laisse tomber l'environnement parce que là, on a quand même la journée du vélo, la journée du gazon, la journée du parc vert, la journée de la promenade à bicyclette. Donc, l'écologie, le 24 juin, on peut peut-être lui donner un break. Oui. Mais sur la famille, je trouve ça intéressant ce que tu dis, mais j'aurais envie de te répliquer que il y a l'État qui dit, non, il n'y aura pas de Noël cette année. Il y a effectivement beaucoup de médias qui vont dans ce sens-là, qui abondent dans ce sens-là, qui ne critiquent pas ça. Mm-hmm. Je parle des journalistes, je parle pas des chroniqueurs, parce qu'il y en a quand même des chroniqueurs qui sont allés dire que ça n'avait pas d'allure. Mais le Québécois... Pour Noël, ça? Oui, je suis pas mal sûr que oui. Je suis pas mal sûr que oui. Écoutez, pas la majorité. Pas durant la pandémie, là. Écoute, on était 3 journalistes dans la pandémie à avoir un vrai regard critique. Chroniqueurs. Je fais la différence entre les chroniqueurs et les journalistes. Et il n'y en a pas été nombreux. Là. C'est vrai, mais des chroniqueurs, il y en a eu, puis il y en a eu à l'écrit, il y en a eu peut-être même dans des médias indépendants, il y en a eu à la radio, il y en a eu un peu. Non, c'est faux, honnêtement, non. Il y a eu, personne s'est élevé contre la cancellation de Noël dans les médias au Québec. Sauf côté. C'est venu tardivement. Il a fait une sorte de mea culpa récemment. Évidemment, il écrit à Québécois, Boc-Côté, donc c'était le média par excellence du sanitarisme québécois. Là, c'est épouvantable. Là. Ce qui s'est passé ici, c'est fourrette. Là. Écoutez, là, le Journal de Montréal est allé jusqu'à photographier des élèves de secondaire devant leur école à Québec. Bon, c'est genre le Québec. Je veux dire, on a pris en flagrant délit des lycéens qui ne respectaient pas la distanciation sociale devant, je pense, les pères maristes à Québec. Là. Écoutez, là, des élèves de secondaire 2 qui sont pris en photo à leur insu. Là. C'est incroyable ce qu'on a vécu. Honnêtement, moi, je regardais ça de loin, puis c'était fourré. Non. Là-dessus, je pense qu'il faut que tu admettes que écoute, le nombre de journalistes qui sont élevés contre ces excès-là, ça se compte sur les doigts d'une main. Là. Christian Dufault. Ben, si je fais la différence entre les journalistes et les chroniqueurs, c'est ça. Mais moi, je les inclus tous. Là. C'est-à-dire, on peut quand même faire un journalisme critique d'abord, ça aussi, la chute du 4e pouvoir, c'est incroyable au Québec. Je sais que tu vas en parler plus tard des médias, là, mais tu voulais parler de la famille. La famille, parce que sur la famille, tu dis, la famille québécoise, les nationalistes disent, ça c'est vraiment, au moins il y a tout ça. Tout le monde, il y a ce mythe. Mais pas juste les nationalistes. Le Québec, c'est une grande histoire de famille. Les Québécois, ils croient encore, puis non, c'est ridicule. C'est plus une société latine, là, franchement. Là. Mais mon point, c'est que... Imagine une société latine, le Québec, on est rendu plus puritain que les Ontariens. Ça n'a pas de sens. Oui, mais il faut faire la distinction, je pense, puis tu me diras si je me trompe d'affaire, mais en la faisant plutôt, mais si, par exemple, l'État dit à Noël, ça se passera pas cette année, regardez, là, il y a des enjeux sanitaires, et que, à ton avis... Le gouvernement et les médias, on peut les inclure. Hein? OK, ben c'est ça que j'allais faire, mais j'allais juste dire à ton avis, parce que je suis moins critique que tu ne l'es. Il y aura quand même, moi je le sais, on a triché. Les Québécois ont triché. On s'est arrangé pour ne pas se faire pogner. On a triché. On s'est dit, dis-le pas, passe par en arrière. T'es généreux. Hein? Pas tout le monde a fait ça. Là. Mais t'étais où à Noël? Toi, t'étais-tu au Québec? Un Noël, j'étais, OK, parce que moi, j'étais là les deux. Puis je veux dire, j'ai pas une famille de punk. Là, puis autour de moi, il y a des familles qui sont très, très, très respectueuses. Heureusement. Là, ils ont triché. Ben oui, mais c'est ça, le Québec. Mais c'est pas majeur. Oui et non. Non, l'adhésion a été brutale et radicale. Malheureusement, il faut le dire. Écoute, durant la pandémie,
Ben, d'abord, je suis venu au Québec. J'ai été là lors du premier couvre-feu. C'était triste, là, ce qui s'est passé là. D'abord, un couvre-feu en hiver. Il fait déjà moins 40, il se passe déjà rien. Comme j'ai dit, c'est un couvre-feu pour un peuple éteint. Je veux dire, c'est vraiment, il y a un cadavre à terre, tu l'achèves avec un coup de batte de baseball. Le gars est déjà mort. C'est incroyable ce qu'on a fait là. Il se passait déjà absolument rien au Québec, ou pratiquement rien. Et là, on en rajoutait, c'est fou, raide. C'est vraiment de l'acharnement. Écoute, c'est du... c'est macabre. Là. Et bref, j'étais là le premier Noël. Et je suis allé en France aussi durant le temps du passeport vaccinal. J'ai fait le Québec, j'habitais à Mexico. Il y a beaucoup de détails. Là. On est retourné après le premier couvre-feu à Mexico. Je suis allé en Colombie aussi, puis je suis allé à Paris. Puis même à Paris, en France, on disait que c'était pareil, les mesures sanitaires. Puis souvent, le gouvernement Legault dit de toute façon, en France, ils font la même chose, mais c'est pas vrai. Là. Dans les bistrots, souvent, le passeport vaccinal, on ne me le demandait pas. Je veux dire, c'était comme monsieur, asseyez-vous, on regardera ça plus tard. Là. Okay. Finalement, à la fin de la soirée, monsieur, j'ai oublié de vous demander votre passeport. Ça, on voyait pas ça là, au Québec. Au Québec, les commis de Walmart étaient devenus des douaniers sanitaires investis d'une mission providentielle, des représentants de l'État. Ça leur donnait du petit pouvoir. Ça les valorisait. Donc, des kidams se transformaient en héros. Les gens qui se pognaient le cul toute l'année chez eux sur le divan étaient devenus des héros aussi. C'est facile d'être un héros au Québec. À partir du moment où vous avez juste à rester chez vous et rien faire, c'est fort pareil. Même chose pour les tarifs. À partir du moment où vous achetez plus de jus d'orange, vous êtes aussi un héros nationaliste. Wow, pas besoin d'en faire beaucoup quand même. Là. On est vite un héros. Là. Oui, mais en tout cas, c'est parce qu'on ne dit pas quatrième pouvoir pour rien. C'est parce qu'il y en a 4. Puis il y a des catégories de gens dans la société. Puis moi, je ne veux pas t'obstiner 1 heure là-dessus, mais sur la question des mesures sanitaires, moi, j'ai été dans des parties où on était 250, on fermait les rideaux. T'sais. Oui, on fermait les rideaux parce qu'on savait que c'était pas normal ce qu'on faisait, mais on trichait. Ouais, mais t'aurais pas dit ça à Cube Radio là, durant la pandémie. Là, t'es là dans des parties de 250 personnes. Non, mais ça, c'est bon que tu le dises parce qu'il y a plein de gens qui disent t'étais où en 2020, en 2021. Ben, j'étais pas dans les médias. Non, mais t'émerges au moment que tu veux. Ça, c'est pas moi, je te reproche pas ça du tout. Là. Non, mais j'émerge au moment où j'émerge. Là. Oui, mais c'est ça. Non. Mais t'étais au Québec. Non, écoute, on était vraiment soumis à des niveaux incroyables. On était plus soumis que les Français, malgré tout. Beaucoup plus que les Mexicains. De toute façon, il n'y a pas eu de mesures sanitaires comme telles là-bas. Là. Oui, on portait le masque, par contre, les Mexicains. Il y a une sorte de nuance aussi. Ça a été très intéressant, par contre, sociologiquement, d'observer comment les peuples réagissaient aux mesures. Il y a eu plein de nuances à faire. Tu vois, les Mexicains portaient beaucoup le masque, mais de manière très superstitieuse. Hein. C'est-à-dire, le Mexicain, c'était masque dans la rue à Mexico. Il faut dire que, on le portait déjà un peu pour la pollution, là, des fois. Les gens en moto, tout ça. Fait que il y avait comme un peu déjà une tradition du masque, entre guillemets. Là. Puis, mais le gars qui portait son masque à Mexico, il rentrait dans un party de famille, il y a vraiment de 60 personnes où les gens mangent des chips là, avec un cluster incroyable. Non, c'est autre chose. Écoute, quand il y a eu un couvre-feu des restaurants à Mexico, ce qu'on faisait vraiment, là, c'était de rentrer dans le resto. À 8 heures, ça fermait, tu prends ta chaise, tu vas dans le resto, ferme les portes, c'est tout. Puis le Ben arrivait à 2 h du matin. Là. Je me rappelle de t'avoir dit, puis je pense même que c'était dans un commentaire Facebook, pas dans un échange qu'on a eu ensemble, mais je t'avais dit, tu sais, parce que moi, au début, quand je t'ai découvert, puis que là, tu étais au Mexique, tu sais, ou en tout cas, tu n'étais peut-être pas installé, mais tu y étais souvent. Je dis ça encore assez souvent, oui. Oui, mais en tout cas, à l'époque, ça fait 2-3 ans, moi, je t'avais dit, j'étais un peu tanné, tu sais, de te lire être dur à l'endroit des Québécois, puis je t'avais dit un peu comme, mais c'est quoi exactement que tu veux, tu sais, parce que le Mexique, tu sais, oui, ils sont plus libres, oui, ils sont plus cow-boys, mais moi, honnêtement, je veux dire, je préfère le Québec, là, personnellement, tu sais, c'est... Puis personnellement, je pense que je parle au nom de beaucoup de gens. Personnellement, je pense pas que tu connaisses vraiment la société mexicaine, là, mais je comprends. Je connais la société québécoise, c'est pour ça que je te dis personnellement. Non, mais je comprends là, que le Mexique, c'est pas le Mexique contre le Québec. Là. J'ai jamais voulu que les gens embarquent. Je veux pas embarquer les gens, c'est pas non plus un match canadien-nordique. Là, c'est-à-dire, il n'y a pas de deux points pour le Mexique. C'est pas ça. Puis le Mexique, en passant, c'est dangereux. Là. Mais c'est ça aussi, c'est parce que on est au Mexique et c'est ça qui me choquait, là, c'est-à-dire comment un peuple aussi privilégié que le nôtre, qui vit en sécurité, pouvait, je veux dire, ne plus pouvoir composer, ne serait-ce qu'avec d'aussi petits risques dans sa vie. C'est incroyable. Au Mexique, tu peux disparaître en sortant dans la rue. Là. Ça arrive à du monde là, chaque jour. Puis les gens continuent à vivre plus qu'au Québec souvent. Là. C'est ça qui est incroyable. C'est ça qui me choquait aussi. Je veux dire, vous allez à Kiev à soir, là. À Kiev, ça sort plus qu'à Québec. Là.
Vous allez à Odessa, ce soir, les gens sortent plus d'un bar en Ukraine que ce soir à Québec. C'est ça la vérité. En Israël, à Tel Aviv, là, sous les bombardements, les gens sont sur les terrasses. Puis à Québec, à sa rue Cartier, en juin, les bars sont fermés le mercredi, le mardi, mercredi, lundi. On a peur. Non, mais quand même, t'imagines, c'est ça que je critique. Ouais. C'est-à-dire, on a une chance, on a effectivement des opportunités. Le Québec pourrait être beaucoup plus intéressant, plus fort. Le Québec aussi est une ville exceptionnelle là, au sens de la configuration, tout ça. Ça pourrait être beaucoup plus que ça. C'est choquant. Un potentiel aussi sous-exploité. C'est très, très choquant. Là. C'est ça. On est riche, dans le fond. Là, ben, c'est sûr, on pourrait être plus riche. Puis je sais qu'on répète qu'on est les plus pauvres du Canada. Là, mais par rapport aux sociétés du tiers-monde, on est très riche. Mais on se maintient dans ce confort et on est en train de décliner, parce c'est beaucoup le confort. Hein? C'est des décennies, c'est le résultat de décennies de randonnées pédestres. À partir du moment où les gars sont partis des tavernes pour aller au spa nordique, c'est passé quelque chose. Là, il y a eu un déclin clair. Là, c'est vrai que la petite phrase... on fait je sais que toi, t'es amateur de taverne, c'est que ça va te plaire. Là. Oui, tout à fait résolu. Mais tu sais, non, mais c'est vrai que la phrase « on fait une petite activité en fin de semaine », ça, c'est très québécois, ça. On fait-tu une petite activité en fin de semaine? Mais tu sais, on est tous randonneurs à nos heures. Là. Moi, pas beaucoup, par contre. Là, mais c'est ça, il faut qu'au Québec, on ait d'autres intérêts que les randonnées, que rénover la salle de bain en français, si possible. C'est ça que je critique. Là, ça prend des intérêts aussi, là, autres que nos petites vies. On est vraiment là-dedans. C'est vraiment la petite sécurité. Moi, je fais des enfants, mais une fois que je vais être syndiqué, là, je vais avoir un enfant, une fois que je vais avoir une sécurité d'emploi. C'est REER à 20 ans, à 22 ans. Tu des REER, écoute, là. Ben ça, OK, on en parle. C'est pas des grands idéaux, ça, là. Tu aspires à l'indépendance, les gens contre le REER à partir de 28. Puis je sais là, qu'il faut planifier sa retraite, mais vous comprenez, c'est pas ces idéaux-là qui font que tu sors dans la rue t'affranchir de l'Empire britannique. Là, c'est pas nordique que ça va se passer, ça, la sécession de l'Empire britannique. Là. Ça se passera pas au spa. Là. Ben, t'en parles beaucoup de sécurité. Il y a un chapitre là-dessus dans le livre, là, en tout cas une section sur la sécurité. Oui, c'est très important. Ça, c'est un thème auquel je tiens. Puis, tu sais, je pense que ça a un rapport avec, évidemment, comment on a vécu la COVID, mais ça va vraiment au-delà de ça. T'sais. On est vraiment, c'est vrai au Québec, selon toi, puis honnêtement, là-dessus, je suis assez d'accord avec toi, dans une logique de sécuritarisme. Là. Je ne sais pas si je suis le... C'est le terme qu'on utilise. OK, bon, voilà, c'est là que je l'ai comme un néologisme. Là, mais... Oui, que je te remets, que ça t'appartient. Puis, tu sais, tout est sécuritarisé. Il y a des règles, il y a des choses qu'on ne peut pas faire, puis ça, qu'est-ce que ça dit de nous? Je le sais déjà, mais est-ce qu'on est les seuls à être comme ça? Ou Non, ça, c'est une critique que je reçois souvent, c'est-à-dire, ce que vous dites... Mais moi, je pose vraiment juste la question. Oui, mais c'est une précision importante. Ouais. Là. Ce que vous dites sur le Québec, c'est vrai, si on admet que c'est vrai, mais c'est partout en Occident. Ça, j'entends ça souvent. Donc oui, il y a ces tendances-là sécuritaristes ailleurs en Occident, mais moins, souvent moins. Au Québec, le Québec est comme une caricature du déclin occidental. C'est sûr, en France, tu peux retrouver ça, là, le safe space. Puis il y a quelque chose de très woke aussi. Au Québec, tu as comme deux niveaux, comme on dit dans le livre. Tu as l'état maternel, très, très enveloppant, sécurisant, et tu as le wokisme. Et quand ces deux trucs-là se superposent, et là, vous êtes vraiment en sécurité... c'est ça, un culte de la petite sécurité, le refus de l'adversité, beaucoup. Donc, on refuse de s'exposer au danger, mais même c'est rendu qu'on justifie la censure pour des raisons psychologiques. Parce que si vous perturbez presque la santé mentale des élus, si vous êtes critique, on a entendu ça récemment. Il y a eu un projet là, même, il a été amendé parce que même les syndicats, on leur donne, on dit ben non, vous allez faire de la censure, vous pouvez pas. La démocratie, c'est quand même la conflictualité, les opinions qui s'opposent. Là, donc, c'est à partir du moment où un safe space qui exclurait certaines opinions parce qu'elles mettent mal à l'aise des gens psychologiquement qui veulent rester chez eux puis aller au spa, ben là, on n'est plus en démocratie, là. C'est grave, pareil, ce qui se passe. Là. Il y a des grandes transformations. Là. Oui, puis ces règles-là, c'est parce que pour ça que ça s'appelle 12 propositions pour un Québec vivant. C'est qu'en fin de compte, on n'est pas encore en vie, ou en tout cas, on ne l'est plus. Parce qu'on l'est beaucoup moins. Oui, puis ces règles-là, nous immobilisent, nous frigorifient, nous imposent un espèce de cadre dans lequel on n'est pas porté à s'émanciper. Non, mais il y a un amour du Québec derrière la critique. Puis ça, c'est ça que j'ai découvert. Et tu vas me dire que j'aurais dû te suivre depuis plus longtemps et te lire ailleurs que sur les réseaux sociaux, puis tu aurais raison de dire ça. Si c'est pas la première fois, effectivement, que tu t'exprimes vraiment un amour du Québec, c'est pas pour nous donner un coup de poing
au cadavre mort que tu dis, voici comment faire, c'est, regarde, c'est par amour pour un Québec. Peut-être que tu redécouvres en revenant ici, parce que tu reviens vivre ici au Québec, tu sais. Puis tu te dis, là, tu sais, je reviens pas ici nous dire à quel point on est nul, je reviens nous dire, vous êtes nul, mais vous pouvez faire ça pour être moins nul, ou idéalement pour être le fun, tu sais. Ouais, le fun, ça serait déjà ça serait déjà un bon changement. Mais sais-tu, la sécurité, sais-tu le colonialisme britannique qui a juste complètement réussi? C'est-à-dire que tu dis, dans d'autres sociétés du monde, on vit effectivement selon ces codes-là, mais c'est moins pire. T'sais. Ici, c'est pire. Mais là, je compare l'Occident, parce que là, oui, pour la sécurité... Oui, parce que vois-tu, c'est ça. Si tu nous comparais plutôt au Mexique là-dessus, je te dirais, ouais, mais là, oublie, là. Moi, je préfère le Québec. Je préfère le Québec à la liberté dite mexicaine, où quand même, là, tu l'as quand même dit aussi tantôt. Non, mais moi, c'est pas un projet. J'aurais pu, c'est-à-dire, j'aurais pu même avoir, moi, une agence là, d'immigration. J'ai tellement de gens qui me demandaient des conseils durant la pandémie, comment immigrer au Mexique. Je pense que j'avais lancé une boîte de conseils d'immigration. Je pense que j'aurais quasiment fait fortune. Mais ma question, c'est de savoir pourquoi c'est pire ici. Parce que tu l'observes et j'aurais envie de te dire, tu as sans doute raison. Mettons, je te donne raison là-dessus. Là, je suis pas le seul à parce que j'ai pas de données là-dessus. Il y a quand même des Christian Saint-Germain qui... D'abord, je suis pas le seul à faire ce constat-là. Mais écoute, pourquoi on est une société plus aseptisée encore qu'en France? Mais il y a aussi le volet géographique. C'est sûr qu'on est en haut. On est, le Canada, c'est comme l'Abitibi de l'Amérique. Là, c'est sûr... c'est société chalet au sens... C'est quoi un chalet? Un chalet, c'est un endroit en périphérie où c'est une retraite en périphérie. Le Canada, juste le Canada, puis là, je prends le Canada au complet, c'est pas mal ça à l'échelle du monde. Puis là, c'est le grand réveil avec Donald Trump. Donc, un pays qui s'est vraiment cru à l'abri du monde, là, de l'adversité, c'est de la retraite, c'est dans l'arrière-pays. Donc, il y a un aspect géographique, c'est-à-dire le Québec, donc non seulement n'est pas un pays, il n'y a pas de relations internationales véritables, c'est un gros problème. C'est sûr que à partir du moment où vous n'avez pas de relations internationales, c'est sûr que vous allez vous intéresser beaucoup à Rouvache-Égaré, en Mauricie, tout ça, là, au sens où, on n'a pas le pouvoir régalien. Là. Donc ça, c'est sûr, ça ne nous aide pas, ça, tu vois. Il faudrait peut-être corriger ça. Là. C'est qu'en fait, le provincialisme... c'est ça, le provincialisme. C'est pas censé être une condition, c'est censé être une étape, presque comme l'adolescence, puis à un moment donné, on arrive à l'âge adulte, puis on s'émancipe, puis là, on ne pose plus notre regard de façon exagérée sur des enjeux comme celui-là. T'sais. Mais nous, on a décidé, puis c'est un choix démocratique, là, à part peut-être en 95, mais de rester dans cette condition-là. Mm-hmm. Donc, on vit avec les conséquences de nos gestes. Mm-hmm. C'est ça que tu nous dis aussi. Oui. Puis pourquoi c'est plus veg encore qu'ailleurs? C'est ça. Il y a quand même vraiment un aspect géographique. Il y a un déterminisme géographique. Je ne sais pas s'il y a des endroits aussi plates que le Québec. Je pense que le Danemark, ça a l'air quasiment aussi plate que le Québec. Puis ça donnerait un sens à ce que tu dis parce que c'est à peu près situé... C'est ça, parce que mettons la France, d'abord c'est un pays évidemment qui a une histoire glorieuse. On connaît l'occupation. C'est sûr qu'on n'a pas connu de guerre. C'est là qu'on peut quand même... le Canada est probablement le seul pays qui n'a pas eu de révolution par les armes là, pour s'affranchir d'une couronne. C'est pas fort, là. Non, mais il y a eu les rébellions, mais il faut lire là-dessus pour savoir. Oui, il y a eu les rébellions, mais c'est pas la même envergure quand même que la révolution, que ce soit Bolivar, tout ça. Là, c'est sûr que c'est pas passé grand-chose au Québec depuis Plaine d'Abraham, quand on regarde ça. En même temps, c'est comme un avantage, c'est ça, la sécurité, c'est quand même bien. Et en général, il faut survivre au jour le jour. Là. C'est quand même toujours bien de retourner chez soi en vie. Mais là, c'est ça, c'est l'autre extrême. C'est sûr, évidemment, personne ne veut que ses enfants soient menacés d'être séquestrés ou quoi que ce soit dans sa vie. C'est gros, là. Ce qui se passe ailleurs. Là. Puis c'est ça, puis on vit dans une bulle. Ça serait quand même bien de nous intéresser. Puis encore là, les gens vont dire je parle pour le Mexique, mais avec les tarifs de Trump, on a découvert encore une fois qu'on ne sait pas c'est quoi le Mexique. Là, je veux dire, le Mexique, c'est pas juste la plage, c'est un pays de 130 millions. C'est la population de la Russie. Là. Mexico, c'est 25 millions de personnes, la ville. Il y a 3 fois la population du Québec à Mexico. Fait qu'il faut se décentrer un petit peu, puis ça serait bien de c'est ça, ouvrir nos horizons. Et la France, je pense que les Québécois ont quand même une bonne connaissance de la France. Là. Puis ça, j'y tiens beaucoup, moi aussi, à la France. Beaucoup. Mais il faudrait que les Québécois, quand ils s'en vont au Mexique, ils choisissent au-delà, en fait, à la place des tout inclus, ils choisissent d'aller à Mexico, de se prendre un hôtel à Mexico, de se promener. Puis là, ça peut être aussi dans une autre ville. Ça, c'est vrai qu'on est fort là-dedans. Aller dans le sud. C'est ça, le sud. Le sud, c'est un tout inclus.
C'est ça, moi, je suis allé à qu'on appelle Cancun là, il y a 2 ans. Ah Puis Cancun, je disais ça aux gens, je suis allé à Cancun. Il n'y a pas personne qui a compris que j'étais allé à Cancun. Tout le monde pensait que j'étais allé dans un tout inclus à Cancun. Mais j'étais allé à la ville de Cancun. Là. Ah oui, ah oui. Oui, ben toi, même toi, t'es surpris. Je suis allé à Cancun. Mais c'est ça, la ville de Cancun, je te dirais, c'est pas. Ben non, mais c'est pas meilleur. Je me suis trompé. Ouais, c'est ça, parce que je passais là récemment. Oui, je me suis trompé. Mais je veux dire, quand même, tu sais, je me promenais, puis c'était pas un tout inclus. Puis il y avait des habitants, puis tout ça. Il y avait des gens qui n'étaient pas avec un lito sur le bras. Oui, c'est ça, des gens. Des margaritas dans un cabaret, là, effectivement. Il y a un thème que tu abordes dans le livre. Mais je dis ça parce qu'il y a un déclin stratégique. Je dis pas ça parce que, bon, je veux faire la publicité du Mexique, mais tu sais, il faut regarder ce que fait la présidente mexicaine là, par rapport à Trump qui gague. Puis c'est incroyable quand même de voir l'hystérie canadienne versus la sérénité mexicaine dans cette crise-là parce que c'est quand même les mêmes menaces. Même 25% là. Mexicains d'un calme froid, bon évidemment parce qu'ils connaissent plus d'adversité. Puis l'hystérie dans les médias au Québec et au Canada, parce que là c'est un peu la même chose. T'es encore là, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un déclin stratégique du Canada aussi là, lui-même. C'est pour ça que je dis des fois je passe du Québec au Canada, parce que finalement malheureusement on ressemble de plus en plus aux Canadiens et vice-versa. Ça, je sais pas si c'est bon. C'est sans doute pas une bonne nouvelle, effectivement. Il y a un thème que tu abordes dans le livre, puis moi j'ai trouvé, je t'ai même écrit avant que tu arrives pour te dire merci d'en parler, parce que je trouve que c'est vraiment l'angle mort. Tu sais pas où je m'en vais, hein, mais tu vas voir. C'est comme l'angle mort dans les sujets d'actualité au Québec, les grands dossiers. On parle jamais de ça, puis je parle de la chute de la natalité, qui est un phénomène qui affecte pas mal presque tous les pays de l'Occident, beaucoup de pays de l'Asie aussi, tu sais, le Japon, la Corée du Nord également. Au Canada, c'est fort aussi. Mais le Québec traîne la patte au Canada, n'est pas la province où il y a le moins d'enfants, là, où les femmes font le moins d'enfants, mais on n'est pas non plus des meilleurs. Il y a des provinces, par exemple en Alberta, Saskatchewan, je pense que c'est un indice de fécondité qui est supérieur au nôtre. Et ça, tu nous dis, tu sais, ça aussi, c'est une démonstration de notre d'un choix qu'on a fait qui n'est pas celui de vivre, finalement. Ah oui, ça, c'est un autre tabou. Je ne sais pas pourquoi c'est tabou tant que ça, parce que c'est évident. Puis avant, les nationalistes, il me semble, savaient ça. Là. Le destin du Québec est beaucoup démographique. Ben là, oui. Pourquoi on le rappelle pas? Pourquoi, la démographie, c'est l'histoire. Là. Je me rappelle plus qui a dit ça. C'est ça. Il faut quand même revenir à l'essentiel. Donc, pourquoi il faut être tenu de dire ça? Puis pourquoi il faut être accusé d'être réactionnaire pour dire ça? Écoutez, le Québec ne peut pas survivre sans natalité. Et puis, évidemment, l'immigration ne pourra pas compenser. L'immigration de certains pays emmène beaucoup de problèmes. D'ailleurs, ça, je pense qu'on a une proposition là-dessus, mais il faut réduire aussi, évidemment, l'immigration de manière générale. Je pense que la capacité d'absorption du Québec est largement dépassée depuis un moment. Puis il faut aussi beaucoup plus de latinos et beaucoup moins d'autres. Là, ça va commencer à être compliqué de ne pas nous faire croire que tu fais pas la promotion. Non, mais ils ont bien plus qu'on... Non, mais vous préférez un vraiment... agent des services secrets mexicains dans le studio. Ouais. Mais vous préférez vraiment de l'immigration massive en provenance de pays musulmans parce que sont francophones? Moi, je préfère quand même les latinos. C'est vrai. Je suis d'accord avec toi. Là. Non, mais ça aussi. prendrait une continentalisation de l'immigration aussi, je pense. Ça, c'est bon... petite digression, là, mais pourquoi des gens viennent du Punjab si des gens dans le besoin au Guatemala qui sont beaucoup plus compatibles culturellement? Je pense qu'on devrait avoir une politique de continentalisation de l'immigration. Ça n'arrivera pas, mais ce serait bon. Mais revenons à Puis il manque beaucoup de reggaeton à la radio, mais ça, c'est une autre affaire. Oh mon Dieu, parle pas là-dessus. Le dernier album de Bad Bunny est très bon, par contre. Ah oui, très politique. Un personnage. Puertoricain. Revenons à l'indice de fécondité, parce que pour moi, ça, c'est important. Puis tu viens même de le dire, en fait, parce que tu as dit, on fait pas d'enfants. Puis là, tu es passé tout de suite à la question d'immigration en disant, il en faut moins. Fait que là, il y a des gens qui vont nous écouter. Il y a un déficit, oui. Non, mais il y a des gens qui vont nous écouter puis qui vont dire, mais je comprends pas. Si on fait moins d'enfants, il faut une immigration. Ouais. Sauf que c'est prouvé. Et là, c'est prouvé que, oui, effectivement, si vous faites rentrer des gens qui proviennent de l'extérieur, vous allez pouvoir vous attaquer au problème, à l'enjeu démographique de façon temporaire. Sauf que les deuxièmes générations d'immigrants vont adopter le mode de vie québécois qui est, lui, de ne pas faire d'enfants. Donc, ça, c'est prouvé par des études que l'immigration ne règle pas le problème de natalité au Québec. Donc, revenons à ce mode de vie québécois qui consiste à ne plus faire d'enfants. Pourquoi
pourquoi au Québec, alors même qu'on ne peut pas se le permettre? Alors que des sociétés comme la société japonaise, par exemple, ou sud-coréenne, qui ont respectivement des taux de fécondité qui sont sous la barre du 1. Là. OK, je pense qu'on est à 0,9 ou à 1. Puis au Québec, on est à 1,4, je pense, ou 1,3 aux dernières nouvelles. Et il faut juste, pour les gens qui ne connaissent pas ça, il faut savoir qu'entre 0,9 et 1,3, c'est tout. Il y a tout un monde. Là. Même si on est à 0,4 points de pourcentage. Le modèle québécois aussi, ça prend des gens pour le soutenir aussi. Là. Si les gens tiennent à ce modèle-là, je pense qu'il est à bout de souffle. Là, mais c'est parce que le Japon, par exemple, le plan fiscal, ne disparaîtra jamais. Les Japonais ne disparaîtront jamais. Ils ont choisi les robots, donc ils vont vivre avec moins de Japonais et plus de robots. C'est un archipel aussi. Donc, les Sud-Coréens aussi. Les Québécois, eux, ont choisi autre chose. Ils n'ont pas choisi de vivre avec des robots, ils ont choisi de vivre avec des gens issus de l'immigration. Et donc... As-tu choisi ça ou c'est le fédéral? C'est parce qu'à un moment donné, comme je disais tantôt... En même temps, les Québécois votent libéral bien souvent. Donc, si tu fais pas l'indépendance, tu choisis finalement de décerner, de laisser au fédéral cette politique-là. Donc oui, c'est un choix. Des gens disent les Québécois choisissent, d'autres vont dire subissent. Mais bon, ça dépend de la perspective. C'est possible de faire les deux. Parce que si tu choisis de subir, tu choisis et tu subis. Mais sur la question donc de l'indice de fécondité, pourquoi au Québec, si on ne peut pas se le permettre, on choisit quand même cette voie-là. Donc, de ne pas se reproduire, de ne pas choisir d'exister. Puis il y a une pulsion de mort au Québec, là, c'est clair. Là. Puis on peut en rajouter aussi le recours à l'avortement, qui des fois, évidemment, est légitime. En tout cas, peut-être souvent, là, je sais pas. Là, mais c'est vraiment de l'avortement à l'aide médicale à mourir, en passant par la dénatalité. Là. Tout ça est lié. Ça fait un maudit gros cocktail. Là, sens de la famille, ouais. Ça, par contre, c'est un des domaines où le Québec, je pense, ne fait pas pire qu'ailleurs. Même en Russie, actuellement, il y a un gros problème de natalité. C'est pour ça aussi que Poutine ne pourra pas poursuivre beaucoup plus que ça son offensive. Puis il y a plus de 200 000 soldats là, qui sont morts. Donc, la Russie, quand même, qui est encore orthodoxe, là, a un problème de fécondité ou de natalité à ce point-là. C'est gros. Là. Mais au Québec, comme tu dis, le problème, c'est que la Russie, elle, va continuer à exister aussi, alors que le Québec, lui, peut disparaître beaucoup plus vite pour des raisons linguistiques aussi. Écoute, c'est le temps. S'il doit y avoir un sursaut, ça doit être dans les prochaines années. Écoute, on n'a même pas eu de micro, de mini baby boom durant la pandémie. 2 ans où les gens n'ont rien d'autre à faire vraiment que de copuler chez eux, puis il se passe rien. Sérieux, là, on est vraiment là. Faut être plus que plate là, dans la vie. Là. Mais y a-tu aussi, parce que quand je parlais d'angle mort dans ma question au début, l'angle mort, ça veut dire aussi, ça induit en fait l'idée que pour réfléchir sérieusement à cette question-là, il faudrait accepter que toutes les options puissent être mises sur la table. Et dans l'angle mort, il y a la question féministe. Je veux dire, c'est sûr que pour faire des enfants, il faut que les femmes décident d'en avoir. On ne va quand même pas les engrosser de force. Et là, ça devient compliqué au Québec. C'est un gros tabou. Ça devient très compliqué au Québec. Évidemment, politique de natalité, c'est même pas possible d'utiliser cette expression-là si vous êtes en politique. Donc, il faut choisir autre chose. Duhem a osé, je pense. Pardon? Éric Duhem a osé parler de natalité dans son programme. La question féministe. Mais tu sais, Éric Duhem, que j'ai reçu ici et qui a énormément de courage, Éric Duhem, il sait qu'il n'est pas au pouvoir aux prochaines élections. Donc, son travail... Moi, je parle plutôt des partis qui peuvent prendre le pouvoir de façon immédiate. Là, donc, j'en compte 3. Vous ne les entendrez pas parler de ça. Là, non. Puis pourquoi? Parce que... me semble que c'est pas... c'est périlleux, oui, c'est dangereux, puis oui, il faut faire bien les choses, mais on vient de le dire, c'est la vie ou la mort. Donc, si on décide que pour des raisons de mœurs, puis des raisons on est check-in, puis on veut pas se mettre à dos le mouvement féministe, qui n'est pas non plus un mouvement, je veux dire, aux dernières nouvelles, c'est pas un mouvement qui est envahissant au Québec. Là. Je veux dire, il y a une pensée féministe... Dans les médias, quand même... Mais pourquoi? On a souvent du courage dans certains domaines. Tu vas me dire que non, mais pourquoi là, on n'en a pas? Pourquoi? Pourquoi la mort? Pourquoi choisir la mort? Je te repose la question, mais moi, c'est parce que je te dis, je veux ta réponse là-dessus. Je veux comprendre. Ben écoute, il y a une pulsion de mort fondamentale. En même temps, écoute, je ne sais pas pourquoi le choix C'est-tu la question Québec... féministe? C'est-tu pour ça? C'est-tu parce qu'on a été les derniers au Canada à donner le droit de vote aux femmes? Pourquoi on n'aborde plus la question? Oui, mais pourquoi, en fait, si ça voudrait dire, par exemple, comme les Hongrois font, puis bon, apparemment, ça ne fonctionne pas si tant que ça, là, mais les Hongrois ont dit que si les femmes font 5 enfants,
elles ne payent plus d'impôts. Ou alors, si elles en font 3, mais tu vois, ça, je pense que ça serait même pas suffisant. On a une ligne là-dessus dans notre livre. C'est ça le drame, en fait. Je pense que vous proposez aux Québécois de doubler les allocations, là, qu'elles soient fédérales. Les incitatifs, là. Ça ne sera pas suffisant. C'est pour ça que, on aimerait ça que ça marche. Que ça marche encore, les règles, les mesures, mais le problème, c'est que ça ne marche plus. Et non, c'est pas vrai que demain matin, Rémi, nos amis, nos âges vont commencer à avoir des familles de 3 enfants parce qu'on double les allocations. Ça ne sera même pas suffisant. C'est vraiment au niveau des mentalités, du rapport à la vie, qu'il faut que ça prenne en tout cas un sursaut. On le dit dans le livre, ça ne passe plus par des mesures gouvernementales. Je sais que tu prends le pouvoir, donc forcément, tu utilises les leviers que tu as à ta disposition, donc les leviers de l'État. Donc, c'est ça qui est difficile. En fait, comment revitaliser le Québec sans passer nécessairement par le gouvernement qui est à bout de souffle? C'est pas simple. Là. On répond à des trucs, des questions complexes. Mais non, je pense que même les allocations, ce serait pas suffisant. La question de l'aide médicale à mourir, tu l'as mentionné, puis elle est proche de la question de la fécondité parce qu'on est dans la question démographique. Ça aussi, c'est quand même incroyable. Parce qu'on est les meilleurs. Si on est les meilleurs dans quelque chose. Champion du monde, oui. Champion du monde. Puis le deuxième, c'est les Pays-Bas. Puis c'est notre plus proche poursuivant, puis on est loin devant lui. Là. Je veux dire, on est comme Usain Bolt aux Olympiques. Là. En fait, il y a un deuxième, puis il y a un troisième, mais c'est nous qui allons gagner, puis on le sait même à la ligne de départ que dans le prochain 100 mètres, c'est nous qui avons la médaille d'or autour du cou. Ça, c'est incroyable parce que ça aussi, c'est difficile d'avoir une discussion là-dessus au Québec. Tu as mentionné le nom de Christian Saint-Germain. Ça a été un de ceux qui a été des rares critiques. Très critiques de ça. Moi, je l'ai eu comme professeur d'université en philo au bac à l'UQAM. On est en 2013-2014, puis il en parlait déjà. Puis, il donnait des cours, pour la petite anecdote, là, un cours à l'université, c'est de la matière, là, généralement. Lui, c'était l'opinion de Christian Saint-Germain du jour. 45 heures d'opinion comme ça. Okay. C'était formidable. Non, c'était formidable. Je ne sais même pas comment il faisait pour nous donner des notes, d'ailleurs. C'était à celui qui écoute le plus. Puis il en parlait d'aide médicale à mourir, mais c'était pas mal l'un des seuls. Ça aussi, c'est compliqué, ça, de parler de ça au Québec. Oui. Ah oui, non, c'est encore là, c'est un symptôme très clair d'une pulsion de mort. Puis je sais qu'il y a des gens dans des conditions là, qui sont vraiment extrêmement difficiles. Puis on ne veut pas être trop moraliste. Nous aussi, il faut faire attention là, au conservatisme social. C'est vrai qu'on ne veut pas toujours aller là non plus. Parce que quand je regarde, par exemple, la droite en Amérique latine, il y a une droite quand même religieuse. Là, donc ça existe encore. Je pense pas qu'on veut retourner là non plus. L'appel n'est pas loin, hein, je vous dis. Là, en Amérique latine, c'est pas très long que tu as une conférence avec un gars avec un col romain. Là. Et là, c'est vraiment autre chose. C'est fou comment. Au Québec, si moi je suis d'extrême droite, je sais pas si vous comprenez. Là, c'est une farce. Là. C'est pour ça que moi je suis là. C'est pas sérieux les accusations là, qu'on reçoit au Québec des médias. Il faut sortir de notre bulle. Là, écoute, moi, si je suis d'extrême droite, imagine les gars avec qui je me tiens. Amérique latine, non. Mais ça se peut qu'au Québec, il y ait... Ça n'a pas de sens, là. Comme c'est une petite société, puis je le dis sans méprise, je le dis au sens... Éric Duhem serait d'extrême droite et est homosexuel, d'abord. Le Québec est probablement le seul endroit dans le monde où le chef d'un parti conservateur est ouvertement homosexuel. Quand même, là, c'est pas l'extrême droite qu'on connaissait. Là. Puis on n'a jamais connu, d'ailleurs, au Québec. Il n'y a pas de tradition intellectuelle d'extrême droite, vraiment, au Québec. Ça n'existe pas, ça. C'est vrai. C'est vraiment des groupuscules... ça s'est jamais enraciné vraiment, ça, le fascisme. Il y a eu, je pense, Adrien Arcan, c'est ça, comment il s'appelait, là? Ouais. Mais il n'y a pas de tradition. En tout cas, je fais une digression, là, mais c'est quand même fou. Encore là, on vient aux médias, mais comment il y a de la censure, puis des accusations. C'est ça, là. C'est qu'il faut sortir de notre bulle pour voir un peu le portrait global, là, pour avoir du recul sur nous-mêmes. En fait, aller ailleurs dans le monde, ça sert pas juste à aller voir les autres, ça sert à nous comprendre nous. Moi, le Québec, je l'ai découvert au Mexique. C'est là que j'ai découvert le Québec. C'est ça, là, mon livre, Un Québécois à Mexico. Ouais. Il faut une extrospection. Sinon, c'est un déclin qui est stratégique, intellectuel. Recommencer à voyager plutôt qu'à faire du tourisme. C'est ça aussi, la différence entre le voyage et le tourisme. Le tourisme, encore faut-il bien voyager. Il y a des gens qui vont en voyage et en retiennent rien aussi. Je ne demande pas non plus là, aux gens d'aller faire des thérapies justement de voyage. Là, c'est pas ça. Là. Puis ça coûte cher aussi, là, voyager en général. Mais c'est ça, il y a un déclin stratégique aussi, vraiment, au sens, on ne sait pas comment réagir, tu vois, avec Trump, c'est de l'hystérie, c'est de la peur, il faut s'asseoir, garder son sang-froid, regarder ce qu'on peut faire. Il y a vraiment quelque chose, là. Écoute, il y a une psychose collective. Les médias, vraiment, actuellement, nous tirent vers le bas, là. Les grands médias, j'entends. Les médias traditionnels. Mais j'aimerais ça qu'on passe maintenant du côté lumineux
de la conversation qu'on est en train d'avoir parce que je pense que, je le répète là, aux gens qui nous écoutent, ce livre-là n'est pas juste un brûlot, n'est pas juste un pamphlet, c'est un livre qui dit on peut faire mieux. Mais alors là, faut que tu me dises comment, par contre. Si ça passe pas par l'État, parce que tu vois, on parlait de fécondité, puis je t'ai dit, ben, on pourrait peut-être imiter certaines sociétés qui proposent des incitatifs, puis là, tu me dis, ça passerait pas par l'État. De toute façon, il n'y a pas grand monde qui... Non, je pense qu'on peut quand même avoir des incitatifs de natalité. Je pense qu'il faut aller là, mais je pense pas que ça va être suffisant. C'est ça que je dis. Là. Mais dans tous les domaines... je serais pour. On dit que oui, ça prend plus d'incitatifs encore à la natalité. Mais ça peut, écoute, améliorer ne serait-ce que de quelques pourcentages. Oui, il faut essayer, disons. Mais tu anticipes déjà que ça ne sera pas suffisant ou alors que ça pourrait ne pas fonctionner. Dans tous les domaines de l'effondrement de la société québécoise tel que tu le décris depuis des années, l'effondrement, c'est quoi que tu penses qui manque? C'est quoi que les Québécois peuvent faire de par leur propre initiative? Là? On parle d'un Québécois qui nous écoute puis qui dit, c'est vrai, là, je suis d'accord avec le constat de Jérôme Blanchet-Gravel, puis j'attendrai plus l'État, je ne m'en remettrai plus à lui. Qu'est-ce que je peux faire dans ma vie? Qu'est-ce que je peux faire dans mon entourage? Qu'est-ce que je peux faire de simple qui peut faire une différence? Ça passe par d'abord les centres d'intérêt. Il faut avoir des intérêts dans la vie. Qui ne sont pas encore là, juste faire des randonnées puis rénover la salle de bain. Je pense que c'est simple. Là. Mais la randonnée, quelqu'un pourrait dire, moi, je sors de chez moi. C'est une image que j'emploie, évidemment. Je ne suis pas contre ni les chalets. J'ai des amis qui ont des chalets. Là, c'est pas, vous comprenez, là, moi j'utilise des images, puis mes parents font de la randonnée, là, puis bon, ils me lisent sur Facebook, puis ils m'ont pas renié encore. Là. Mais imagine à quel point les gens sont susceptibles quand même au Québec. Je dis le mot randonnée, t'en as un paquet qui capote. Non, mais sérieux, ça aussi c'est symptomatique. Écoute, à Saint-Valentin, je fais une remarque tout à fait là, spontanée sur le fait qu'on offre beaucoup de fleurs à Saint-Valentin au Mexique. Toutes les filles reviennent sur des scooters avec des fleurs, c'est magnifique. Là. Puis il y a beaucoup de fleurs au Mexique. C'est un pays de fleurs. Et j'ai eu le malheur de dire ça sur Facebook. C'est une belle scène. Et là, c'est parti. Voyons, Blanchet-Gravel, nos hommes québécois sont plus romantiques que tous les autres. Là. Écoutez, là, je fais une remarque à Saint-Valentin, puis je me fais accuser de Québec bashing. Sérieux. Ça aussi, tu te dis, c'est malade. Là. Oui, non, je comprends, mais c'est parce que la raison pour laquelle je te reprends sur la randonnée, c'est que j'essaie de comprendre ce que tu veux dire par centre d'intérêt. Tu dis, ça va nous prendre des centres d'intérêt. Mais t'as pas remarqué que les gens au Québec n'ont pas beaucoup de centres d'intérêt autres que leur quotidien? Les Québécois sont des techniciens du quotidien. Ce que j'ai remarqué, puis T'as pas remarqué ça? Pour moi, ça me frappe. Non, mais c'est là peut-être qu'on s'entendra peut-être jamais, toi et moi. C'est que moi, je suis toujours pas convaincu par l'idée que c'est pire ici qu'ailleurs. Non, pas par le diagnostic, mais par l'idée que c'est pire qu'ailleurs. Puis je refuse de me comparer à une société qui n'est... Là, je veux pas qualifier le Mexique de société tout tiers-monde. Puis même si je le faisais, non, mais sans mépris. Prends d'autres. Des sociétés qui nous ressemblent très peu. Je préfère me comparer. Prends juste la France, tu veux. Okay. Prends la France. Les Français ont plus de centres d'intérêt que les Québécois, là, en général. Excuse-moi. Alors, qu'est-ce que tu appelles un centre d'intérêt? C'est autre chose que la quincaillerie, puis la tonte du gazon, puis c'est... Mais c'est quoi d'abord? On parle de quoi, là? Le changement... Pas juste les changements de pneus, il faut... c'est la presse, la qualité évidemment de l'information qui circule aussi dans l'écosystème. Là. Au Québec, tu peux pas acheter un bon journal. Là. C'est pas fort. Là. Non, le Journal de Montréal, c'est très bon. Non, mais juste ça, on est démunis. Là. C'est pas normal. Là. Écoute, tu vas... t'es à Marrakech, tu peux acheter le Figaro. Là. Je dis, nous, c'est ça aussi. Ça prend vraiment... Ça va passer par une circulation de meilleurs... OK, tu veux dire une ouverture au monde. C'est ça? Une ouverture au monde, mais la qualité de l'information. Ce qu'on fait actuellement, je pense que c'est une des pistes de solution. Et je pense que le regain... d'énergie, si je peux dire, du Québec va passer aussi par l'amélioration de la qualité de l'information qui circule, parce qu'on ne peut pas juste baigner dans les atmosphères médiatiques apocalyptiques. Là. Ça, c'est très fort au Québec. Il faut... les centres d'intérêt, c'est ça. C'est évidemment l'actualité, tout ça, mais d'une manière qui est beaucoup plus froide et beaucoup moins morale. Là. Au Québec, dans les médias, tu as pratiquement juste de la morale, en fait. Tu n'as pas vraiment d'analyse. Mais non, moi, ça me frappe. Je veux dire... les Québécois sont très, très centrés sur leur quotidien. Il y a un livre aussi là, qui s'appelle Bienvenue au pays de la vie ordinaire là, de Mathieu Bellil. Je ne suis pas non plus le premier à faire ce constat. Les Américains sont très matérialistes aussi, mais sont plus idéalistes, sont plus fougueux. Bon, évidemment, ça a plein de défauts, les États-Unis aussi. Mais on peut comparer avec les Américains.
C'est-à-dire, le Québec est actuellement dans un petit matérialisme, un petit confort, manque d'intérêt, je pense, des gens, de manière générale. L'élite aussi, on le voit chez l'élite, on n'a plus vraiment d'élite. Les gens, puis la question des autres professionnels, mais... Et donc, voyager, lire, regarder au-delà de ce qui se passe au Québec. Je cherche des conseils clairs. Il y a des gens qui nous écoutent, là. Et puis, au-delà de ça, parce que c'est sortir de chez soi, c'est déjà un bon départ. Sortir de la maison, parler... Mais je dirais que c'est pas simple. À partir du moment où ce ne sont pas des solutions politiques... non, mais c'est ça. Mais ça se passe au niveau des mentalités. C'est-à-dire, c'est vraiment... Mais déjà, consulter, je pense... des médias alternatifs, faire un effort intellectuel aussi, d'ouverture. Il faut sortir de sa bulle. C'est sûr, bon, je ne suis pas dans le développement personnel, moi, là, non plus. Là. Parce qu'on n'est pas loin de la randonnée, là, quand on est dans le développement personnel. Ouais. Moi, j'ajouterais un conseil. Lire ce livre, déjà, pour commencer. Oui. Donc, 12 propositions pour un Québec vivant, de Jérôme Blanchard-Gravel et Claude Simard. C'est chez Libère. Ça se lit super bien. Puis moi, j'ai toujours de la difficulté à donner ce compliment-là à quelqu'un à propos d'un livre. Tu sais, quand tu dis ça se lit super bien, la personne peut penser si elle a très peu confiance en elle. Et je pense pas que c'est ton cas, que c'est un livre finalement qui s'est écrit aussi vite qu'il peut se lire. Mais c'est pas ça. C'est que je pense que c'est voulu que ce soit aussi accessible, écrit dans un langage qui n'échappe à personne. C'est pas un livre académique, c'est un livre vraiment là, pour le commun des mortels. Merci beaucoup. Un grand merci de l'invitation. Merci à vous, surtout d'avoir été là. Écoutez, si vous aimez le podcast, abonnez-vous, parlez-en, commentez et surtout abonnez-vous. Là, je le répète parce que c'est doublement important. À très bientôt.